Aujourd'hui, on va parler du dos. Le dos est pour moi une zone très importante d'un point de vue de santé, de fonctionnalité et d'un point de vue aussi esthétique. Je vais séparer la vidéo en deux parties. Cette première partie, on va s'intéresser uniquement à la largeur du dos, donc au grand dorsal, qui est un muscle qui est très important. La seconde partie, on s'intéressera à l'épaisseur du dos. Je divise le dos en deux parties pour que la vidéo ne soit pas trop longue et pour que tu puisses bien différencier les muscles qui vont optimiser la largeur et l'épaisseur. Passons tout d'abord en revue notre squelette pour que tu puisses bien comprendre les insertions des muscles du dos. Donc, la colonne vertébrale, ou le rachis, constitue tout d'abord le pilier central du corps. Ce pilier doit supporter le crâne et les contraintes liées au mouvement de la ceinture scapulaire et des bras. Sa partie inférieure entre dans la constitution du bassin. Considère la colonne vertébrale comme un grand tube dont sa moitié antérieure est pleine et sa partie postérieure est creuse. Dans ce tube, tu retrouveras la moelle épinière. Les vertèbres qui composent ce tube sont au nombre de 24, sont mobiles et 5 vertèbres en bas qui sont soudées et qui forment le sacrum. Une vertèbre présente donc les mêmes caractéristiques que la colonne vertébrale, une partie antérieure pleine et une partie postérieure creuse. Entre chaque vertèbre, tu retrouveras les disques intervertébraux qui sont situés sur les parties pleines. Les disques intervertébraux sont donc déformables et élastiques. La colonne vertébrale est donc une forme de succession d'éléments déformables et indéformables. La colonne vertébrale présente trois grandes courbures qui définissent trois régions. Une région cervicale, une région thoracique et une région lombaire. La courbure cervicale correspond à la colonne cervicale. Elle est constituée de 7 vertèbres, de C1 à C7. C'est une lordose. La courbure thoracique correspond à la colonne thoracique. Elle est constituée de 12 vertèbres, de T1 à T12. C'est une syphose. La courbure lombaire correspond à la colonne lombaire. Elle est constituée de 5 vertèbres, de L1 à L5. C'est une lordose. La colonne vertébrale est donc constituée de 24 vertèbres mobiles et de 23 disques intervertébraux. Ces 47 éléments superposés sont un grand facteur de mobilité. Les vertèbres mobiles restent sur le sacrum. Celui-ci est formé de 5 vertèbres qui sont soudées. Il s'articule avec le coccyx, formé de 4 à 5 petites vertèbres soudées. Pour finir, on va s'intéresser à la scapula. Plaquée contre le grille costal, elle s'articule en dehors avec l'humérus et en avant avec la clavicule. La scapula glisse sur le muscle dentelé antérieur, mais ne s'articule pas avec la cage thoracique. Avec la clavicule, elle forme la ceinture scapulaire. On lui distingue deux faces, une antérieure, une postérieure, 3 bords, médial, latéral et supérieur, et 3 angles, un inférieur, un supéro-médial et l'autre supéro-latéral. À présent, penchons-nous de plus près sur le grand dorsal. Il est l'un des muscles les plus grands du corps. Il s'étend du bassin et de la moitié inférieure du rachis jusqu'à l'humérus. Il enveloppe donc toute la partie inférieure postérieure du tronc. Il faut aussi noter qu'il a 4 languettes d'insertion sur les 4 dernières côtes. Il est constitué d'une partie aponévrotique, c'est un tendon aplati, et d'une partie charnue. Il a pour insertion de T6 jusqu'au sacrum, donc thoracique 6 jusqu'au sacrum, une partie postérieure de la crête iliaque et les 4 dernières côtes, comme je te le disais plus tôt. L'aponévrose recouvre donc la masse commune sacro-lombaire et la nappe musculaire s'étend jusqu'au sommet inférieur de la scapula, et a donc pour terminaison la crête tubercule mineure de l'humérus. Maintenant, on va voir les fonctions du grand dorsal. Elles sont très nombreuses et participent à beaucoup d'actions en synergie avec d'autres muscles. Donc le grand dorsal, il permet de faire une adduction de l'épaule, une extension ou rétropulsion du bras, et une inclinaison thoracique et lombaire. Parlons à présent de l'entraînement. Je vais te présenter 4 exercices qui vont te permettre d'améliorer l'activité de ton grand dorsal, mais attention à une chose. Rappel important. Le grand dorsal ne fait pas exception à la règle qui dit que vous ne pouvez pas isoler les fibres musculaires individuelles d'un groupe musculaire unique. La même chose est vraie pour les abdominaux, supérieurs et inférieurs, la partie supérieure et inférieure du milieu des pectoraux, qui travailleront toujours de concert chaque fois que vous faites des sit-ups, des relevés de jambes ou du développé couché. Donc, si tu as bien suivi les exercices que je vais te présenter, vont contribuer à mieux recruter le grand dorsal, mais il est impossible de dissocier la synergie qu'il a avec les autres muscles. Pour commencer, si tu veux te bâtir un dos digne de ce nom, tu vas devoir faire ou apprendre les tractions. C'est un mouvement en poids du corps roi si tu veux développer un vrai bouclier. Quel que soit ton sexe, ton âge ou ta morphologie, tu dois absolument apprendre et faire des tractions. Je te conseille de les faire en pronation.
Une étude EMG a démontré que l'activation du grand dorsal était quasi similaire entre les tractions en supination et en pronation. Les tractions en pronation activent le bas des trapèzes, l'infraépineux et le grand dorsal. Les tractions en supination activent d'autant plus le biceps, le grand et petit pectoral et le grand dorsal. Étant donné que tu veux te forger un dos puissant, il vaut mieux que tu te tournes vers les tractions en pronation. N'oublie pas de sortir ta cage thoracique et d'initier le mouvement avec l'adduction de tes omoplates. Pour le second exercice, c'est une solution que je te propose si tu n'arrives pas à faire des tractions et si tu n'arrives pas à sentir ton grand dorsal travailler. Il faut savoir que plus les bras se rapprochent, plus l'activité du grand dorsal augmente, donc rien ne sert de prendre une prise ultra large pour avoir un gros grand dorsal. Je traiterai ce sujet dans une autre vidéo. Donc une prise de la même largeur que celle des épaules ou inférieure suffira pleinement. Le lat pull down te permettra aussi d'appliquer une tension à ton grand dorsal plus importante étant donné que tu n'as aucun balancement. Tu pourras soulever des charges plus importantes. Hormis ce que de nombreux gourous auraient pu dire, se pencher en arrière ou comme certains peuvent l'appeler tricher sur les tirages pulley bar est réellement bénéfique dans la mesure où l'activation des muscles du dos est d'augmenter. Pour autant que cela est fait sans élan. Par rapport à la version classique du lat pull down qui sera exécuté assis 100% droit, de sorte que vos bras et votre torse sont et restent perpendiculaires au sol, se pencher légèrement vers l'arrière augmente l'activation musculaire du grand dorsal de 11%. Le troisième exercice que j'ai choisi est un mouvement mono-articulaire pour le grand dorsal, le pull-over à la poulie haute. Je te conseille d'utiliser une corde à la place d'une barre. Tu auras une plus grande amplitude en fin de mouvement afin de contracter le grand dorsal à son maximum. Je te rappelle qu'il est extenseur du bras. Enfin, pour terminer cette séance, voici un exercice que tu ne connais sûrement pas. Il est très différent du lat pull down et il est un excellent finisseur pour le grand dorsal. Il te permettra de travailler sur une très grande amplitude, ce qui accentuera l'étirement et la contraction de ce dernier. Je te laisse le découvrir par toi-même. N'oublie pas que cette séance vise à accentuer le grand dorsal, donc tu peux utiliser ces exercices dans une routine dos. Garde en tête d'avoir toujours une exécution parfaite et un contrôle sur tes charges de travail. N'oublie pas d'utiliser la surcharge progressive pendant tes entraînements afin d'être sûr de toujours progresser. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, de t'abonner, ça ne te prend que 5 secondes et ça m'aide énormément. Allez, à lundi prochain.